Salut les génies, c'est Biogénie. Je pensais pas redire ça un jour, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu quand même. Hein. Des choses se sont passées. Voilà, pour ma part, ça y est, je suis en 2e année de médecine. En fait, j'avais arrêté les vidéos. J'en ai fait 3, puis j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai intégré un cursus LAS que j'ai bossé bien à fond pendant ma 3e année de biologie pour obtenir le concours médecine pour faire une passerelle en 2e année. Chose faite, nous reprenons les vidéos. Donc aujourd'hui, je débarque avec l'ECG, les indications et ses interprétations. Déjà, le maître mot de l'ECG, c'est la description, naturellement. À chaque fois que vous allez avoir un ECG entre les mains, il va falloir regarder 4 choses. La régularité du rythme, la vitesse, la largeur du complexe QRS, qui a la dépolarisation de nos ventricules, mais également le rythme, s'il est sinusal ou non. Et ça se fait avec l'onde P, qui a la dépolarisation des auricules. D'accord ? Si tout ça, ça vous parle pas, je vous invite à regarder une autre vidéo sur tout ce qui est QRS, PT, et même qu'est-ce que le cœur. Ici, on va vraiment se concentrer sur l'interprétation. Dans les tachycardies sur notre ECG, on en a 4. Ça, c'est vraiment on va dire la sémiologie de base. Et là, c'est très simple. Voilà un petit tableau assez simple qui récapitule très bien ces 4 tachycardies. Alors, on a la tachycardie jonctionnelle, qu'on appelle aussi syndrome de Bouvray. C'est un syndrome qui touche principalement les cœurs sains et les jeunes personnes. Ensuite, on a la tachycardie ventriculaire. On a ce qu'on appelle, ça part est. Je vous ai dit que je revenais, j'ai pas dit que je revenais en bonne santé. Donc l'aberration de conduction, qui est là en fait une fibrillation atriale qu'on appelle temporaire. Et enfin, une fibrillation atriale. Ils sont des points communs et des différences. Il faut toujours se dire de toute façon que ce qui a trait plus au ventricule, c'est régulier. Voilà, c'est régulier. Tac. Et atrial, vous dites c'est irrégulier. Ok ? Déjà ça vous permet de faire 2 colonnes dans votre tableau. 2, 3 caractéristiques. Moi je préfère dire 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les tachycardies, du moins ces 4-là, on n'a pas l'onde P, on ne voit pas l'onde de dépolarisation atriale, on ne la voit pas. Donc déjà, pour éliminer après tous les autres syndromes que vous pourrez trouver derrière sur un ECG, vous regardez l'onde P. Ou qu'est-ce qu'elle est l'onde P dans les dérivations ? Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle est pas là ? Ok ? Mais si elle est pas là, on peut se dire que ça fait partie de ces 4 pathologies. Ou du moins, c'est pas des pathologies, c'est pas bien de dire ça comme ça, de ces 4 syndromes tachycardial. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que c'est pas mal dit comme ça. Voilà. Donc, pas d'onde P, pas d'onde P, pas d'onde P, pas d'onde P. Pour la fibrillation atriale, on est sur un QRS qui est fin. D'accord ? Un QRS sur un ECG normal, sain, tout va bien, c'est inférieur à 2 petits carreaux. D'accord ? Un petit carreau, c'est 40 millisecondes. Donc on est à un QRS qui est inférieur à 80 millisecondes. Ok ? Donc QRS fin. Mais rythme irrégulier. Et ça va être important. L'irrégularité. Parce que déjà, ça va vous permettre... Vous voyez déjà votre ECG. Ok. Régulier, irrégulier. Bon. On a quelque chose, par exemple, d'irrégulier. On P, pas on P. Ah, pas on P. Bon, tac, terminé. Fibrillation atriale. Merci, au revoir, monsieur. Rentrez chez vous. Ou pas. Enfin, voilà. Donc, déjà, la régularité, ça va vous permettre de faire 2 colonnes. Les fibrillations atriales et tout ce qui est plutôt jonctionnel ou ventriculaire. D'accord ? Donc, irrégulier à QRS fin, c'est la fibrillation atriale. Irrégulier à QRS large, ce qu'on appelle l'aberration de conduction, la fibrillation atriale temporaire. D'accord ? Dites-vous, mais c'est une aberration. Mon QRS est large, mon QRS est supérieur à 80 millisecondes. Donc voilà, ça vous savez que un QRS large irrégulier, c'est une aberration de conduction. Voilà. Ensuite, tachycardie jonctionnelle, maladie de syndrome de Bouvray. Là, on a dit dans la colonne des réguliers, mais avec un QRS fin. Et enfin, la tachycardie ventriculaire, régulier du coup toujours, mais avec un QRS large. Voilà.
Pourquoi, comment et retenir que la tachycardie ventriculaire, c'est un QRS large? Eh bien parce que l'élargissement du QRS, c'est dû à un asynchronisme interventriculaire. Qui dit asynchronisme entre les ventricules, dit problème entre les ventricules, dit élargissement du QRS, avec toujours une régularité. On est sur un QRS large, mais régulier. C'est une tachycardie ventriculaire. Ok, ça c'est top, ça c'est fait. Maintenant, on rentre, je trouve, dans ce qui est un petit peu litigieux. C'est les 6 causes de tachycardie à QRS large. Parce que là, je vous ai dit, QRS large, asynchronisation interventriculaire, tachycardie ventriculaire, top. Eh ben non, pas forcément. Parce que déjà, le QRS large, il se voit aussi dans l'aberration de conduction. C'est pour ça qu'il faut bien regarder si c'est irrégulier ou régulier. Et parce que si en fait on a 6 causes de tachycardie à QRS large, voyons tout de suite, quelles sont-elles? Eh bien, on a le bloc de bronche, le BBG ou le BBD, gauche ou droit. Alors là, très important, et vous le verrez dans les cas qu'on va faire après, on va se concentrer sur V1. D'accord? Alors, quelqu'un qui vous donne un ECG, ne vous jetez pas sur V1. D'accord? Il y a tellement de syndromes et de pathologies sur un ECG, c'est pas V1 qui va vous illuminer la vérité du bloc de branche. Cependant, si vous avez déjà fait avant, j'ai regardé la régularité, j'ai regardé la vitesse, j'ai regardé la largeur, j'ai regardé si le rythme était sinusal. Oh bah, tiens donc, ça me fait penser à un bloc de branche. Allons voir en V1. Et donc là, pour différencier nos blocs de branche, ça va être un QRS large négatif en V1 pour le bloc de branche gauche et un QRS large positif en V1, c'est le bloc de branche droit. D'accord? À savoir que le bloc de branche gauche est beaucoup plus grave que le bloc de branche droit. Mais bon, ça, faut pas le dire. Ah voilà. Alors, il y a d'autres, d'autres signes sur les CG qui peuvent nous faire penser au bloc de branche. Là, je vous inculque vraiment les bases. Et vous allez voir que c'est déjà pas mal. Sur un ECG, on peut déjà, avec ces petites bases-là, différencier les syndromes. Ensuite, attention, un patient qui vient avec un pacemaker sur votre ECG, vous pourrez voir quelque chose qui ressemble à un bloc de branche gauche. C'est pas forcément que le mec a un bloc de branche gauche initialement. C'est peut-être juste que monsieur a un pacemaker et qu'il vous l'a pas dit. Ou que vous lui avez pas demandé, parce que vous n'êtes pas un bon médecin. Donc voilà, bien de demander à quelqu'un qui fait un ECG, avez-vous un pacemaker? Surtout s'il s'appelle Michel, qui a 80 ans. D'accord? Je sais pas pourquoi Michel, je trouve que ça sonne bien. Donc, on continue. Le syndrome de Wolff, Parkinson-White, et c'est tombé dans mon annale la semaine dernière. Celui-là, il revient souvent. On regarde quoi pour le syndrome VPW, là? On regarde le PR. Et éventuellement un épaulement du complexe QRS. C'est-à-dire en fait un épaulement, c'est-à-dire qu'en fait ça va y avoir P, QRS, mais avec une espèce de fausse continuité qui fait comme si le QRS s'appuyait sur le P, vous voyez, ce qu'on appelle l'épaulement. Mais il faut l'avoir vu pour y croire, voilà. Et surtout pour le reconnaître. Le PR, le PR, combien de millisecondes? Je vous pose la question, on a dit QRS, ça doit être sainement inférieur à 2 petits carreaux, donc 80 millisecondes. Eh bien, P jusqu'à R, ça doit être inférieur, me semble-t-il, à 220 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Sachant qu'un gros carreau, c'est 200 millisecondes. Là, vous rajoutez 2 petits carreaux, ça fait 220 à peu près. Voilà. Un grand carreau plus 2 petits carreaux. 220 millisecondes. Donc voilà, un PR court, c'est-à-dire inférieur à 220 millisecondes, voire beaucoup plus court d'ailleurs, et un épaulement du QRS, doivent nous faire penser au syndrome de Wolff, Parkinson-White. Là, on voit bien un PR qui est court, il est même inférieur à 120 millisecondes, et un épaulement du complexe QRS avec ce qu'on va appeler en fait une onde delta, début de QRS, une onde comme une onde qui s'est rajoutée, une onde qui est là, qui ne devrait pas être là, qui n'existe pas physiologiquement,
et qui fait une espèce de pont entre l'onde P et le complexe QRS. Voilà. Donc là, on le voit assez bien. La suite, systole ventriculaire. J'insiste sur le ventriculaire. D'accord ? Voilà. L'onde P arrive après le complexe QRS. Et oui, voilà, ça c'est vraiment la signature. Vous regardez si le rythme est sinusal, donc une onde P post-cédée d'un QRS, chaque QRS précédé d'une onde P. Donc si vous faites bien votre taf, vous faites bien la vitesse, le rythme, patati patata, le rythme sinusal. Oh là là, une onde P après un QRS, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben c'est une extrasystole ventriculaire, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder ce qu'il y a avant pour bien voir que c'est bien une finition de l'onde T et pas un début d'onde P couplé à un QRS qui pourrait s'apparenter à un épaulement et donc à un autre syndrome. D'accord ? Voilà. Ensuite, l'hyperkaliémie. Alors, élargissement du complexe QRS. L'hyperkaliémie, petite nota bene, peut être induite par exemple, une rhabdomyolyse. Par exemple, vos muscles, vous avez une embolie, voilà, un petit caillot de sang qui migre dans par exemple, une insuffisance cardiaque, qui migre dans vos artères. Dans vos artères, ça bouge, par exemple, l'artère fémorale. Vous avez un petit peu mal à la jambe, vous perdez la sensibilité de votre jambe, vous avez par exemple claudication intermittente pendant quelques jours. Ensuite, vous perdez la sensibilité, patati patata, et à la fin, dernier symptôme, dernier signe clinique, c'est la peau qui devient un petit peu moche. Et là, ça veut dire que c'est la merde. D'accord ? Faites une ischémie du membre inférieur. Et alors à ce moment-là, vos muscles, vos tissus, patati patata, sont en PLS, ils meurent, ils nécrosent, les cellules s'éclatent. Alors elles s'éclatent pas dans le sens où elles s'amusent, mais elles se brisent et libèrent leur contenu. Les cellules sont riches en quoi ? En calcium. En K+, qui est le potassium. Et donc, ça crée une hypercalémie sanguine qui va être en fait délétère pour votre cœur, puisque ça va induire un élargissement des QRS et donc une tachycardie qui peut conduire même à une désorganisation et une brillation ventriculaire qui peut lui-même conduire à une mort subite en fait. Voilà. Pour faire vraiment le one by one. C'est ce qui peut se passer. Dernière cause, une des 6 causes de tachycardie à QRS large, ça va être le traitement à la flécaïne. Qu'est-ce que la flécaïne ? Alors là, si vous avez bien suivi vos cours de pharmacologie cardiovasculaire, vous n'êtes pas sans savoir que la flécaïne fait partie en fait des arythmiques de classe 1. D'ailleurs, arythmiques même de classe 1C, si je ne m'abuse. Et que donc, maintenant, ils sont salement contre-indiqués, plus prescrits quoi. Parce que ils étaient responsables d'une augmentation de la mortalité dans des contextes d'arythmie par mort subite, en fait. D'accord ? Parce qu'ils ralentissent la vitesse de conduction de l'influx électrique, c'est leur mécanisme d'action, les classes 1. Mais la classe, surtout 1C, était responsable d'augmentation de mortalité en effet secondaire, par mort subite. C'est pas ouf. Et donc, en fait, la flécaïne, elle bloque quoi ? Elle bloque les canaux sodiques. Donc, la dépolarisation des ventricules a plus de mal à se faire. Ça élargit les QRS. Donc, vous allez me dire, jusque-là, c'est le principe de la classe 1 des antiarythmiques, c'est de ralentir la vitesse de conduction de l'afflux électrique. Eh bien, sauf que, à force de bloquer les canaux sodiques et d'élargir les QRS, ça nous conduisait à des tachycardies à QRS larges, des fibrillations, des morts subites. Voilà, pas ouf. Donc c'est pour ça que les classes 1C dans les antiarythmiques, c'est plus vraiment prescrit. Ensuite, alors, à savoir que on peut croiser des tachycardies monomorphes et polymorphes. Monomorphes, comme son nom l'indique, vous avez une forme de complexe que vous retrouvez sur votre ECG. Polymorphe, vous avez des complexes qui n'ont pas la même forme.
Et donc, les polymorphes, ce sont des troubles ventriculaires, des tachycardies ventriculaires qui sont malignes, avec des QRS qui varient. Maligne, c'est-à-dire que c'est l'inverse de bénin. Hein. Merci Oriane. Maligne, c'est-à-dire que ça a un potentiel de gravité relativement élevé. Donc les tachycardies ventriculaires polymorphes en torsade de pointe et les tachycardies polymorphes dans le cadre d'une cardiopathie ischémique qui peut conduire en fait simplement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, une fibrillation ventriculaire. Et je ne dis pas que des bêtises. Donc dans les polymorphes, la torsade de pointe qui se reconnaît très très bien sur un ECG, qui est quand même plus rare que la tachycardie ventriculaire monomorphe, mais qui, il me semble, est plus grave. Et donc la TV polymorphe, suite à une cardiopathie ischémique, une fibrillation ventriculaire, et ensuite en fait une mort subite. Et d'ailleurs dans ces conditions-là, souvent, il me semble qu'on donne un petit comprimé, une petite injection d'amiodarone, là et on est reparti. Hein. Le cœur, c'est vraiment un centre de l'hétérogénéité. On est hétérogène. Hétérogénéité structurale, hétérogénéité des canaux ioniques, hétérogénéité de régulation, hétérogénéité génétique. L'hétérogénéité structurale, c'est simplement qu'il y a 3 tissus. Il y a le tissu nodal, le tissu de conduction et le myocarde. L'hétérogénéité des canaux ioniques, ça c'est assez intéressant quand même. Le canot IF, comme je vous parlais tout à l'heure, qui peut être inhibé, c'est un peu de la pharmaco, par le propanolane. Canot sodique, comme on l'a dit, qui peut être inhibé par la flécaïne, qui élargit les QRS pour réduire la conduction. Les canaux potassiques, inhibés par le sotalex, l'amiodarone et les antihistaminiques, qui élargissent eux l'intervalle QT principalement. Et ensuite les canaux calciques, inhibés par la flécaïne également, qui s'élargit à la fois à l'effort et sous la flécaïne. Donc on a dans les canaux potassiques, donc on a dit le QT peut s'élargir, un QT long en torsade de pointe, par exemple en cas d'intoxication aux inhibiteurs, un QT court qui est possible aussi, avec la digoxine qui accélère le potentiel d'action, mais si intoxication, on a exacerbation des arythmies, avec un QT qui devient court et un ST qui devient cupuliforme. Alors, cupuliforme, je vous invite à voir sur internet, je sais pas comment vous écrire ça, mais c'est marrant. Et ensuite, les canaux calciques qui peuvent être également inhibés par la flécaïne. Donc, si on récap, flécaïne en fait peut inhiber les canaux à la fois sodiques et les canaux à la fois calciques. Et retenir pour le potassique que globalement, le QT s'élargit, mais qui peut se raccourcir avec une intoxication à la digoxine et peut rester encore plus long en torsade de pointe en cas d'intoxication aux inhibiteurs. Hétérogénéité de régulation, adrénergique et vagale naturellement. L'hétérogénéité génétique, ça c'est pour les cardiomyopathies naturellement. À savoir que chaque cardiomyopathie est codée par un gène avec entre 2 à 300 mutations possibles. Donc ça a quand même un panel relativement large. Il faut chercher l'onde P et regarder l'intervalle PR. Très important. Alors, même j'ai envie de dire, je dirais même, quelqu'un qui vient pour une douleur aiguë ou chronique, en fait, ou même pas de douleur, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut regarder le segment ST principalement. Parce que le segment ST, c'est clairement la signature, l'autographe, je dirais même, de l'infarctus du myocarde. Un sus-décalage de ST, tu fais un infarctus, mon coco. Un sous-décalage de ST, peut-être as-tu une angine de poitrine. D'accord ? Donc, j'aimerais dire, d'abord, le segment ST. Ensuite, on cherche l'onde P et l'intervalle PR. Donc, l'onde P, elle est positive en D2 et négative en AVR. De toute façon, en AVR, tout est négatif, naturellement, parce que on s'éloigne du dipôle. D'accord ? Donc, tout est négatif. En cas d'épanchement, ça peut être inversé. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si on voit une onde P négative en D2, positive en AVR, ça peut nous faire penser à un épanchement. Ça, c'est un exemple. En cas de pathologie de l'oreillette gauche, P peut être ce qu'on appelle bifide.
Alors bifid, qu'est-ce que ça veut dire? B2, feed. Bifid, c'est comme les langues de serpent, d'accord? La première maladie qui cause des anomalies de l'oreillette gauche, c'est l'hypertension artérielle systémique, des valvulopathies. Donc, si par exemple on voit un P qui est bifide sur le CG, on pense plutôt à une pathologie de l'oreillette gauche et comme on dit hypertension artérielle systémique. D'accord? Voilà comment il faut raisonner un petit peu. Ok. Et donc ça, et le problème c'est que tout ça, ça peut se traduire en surcharge de pression. L'oreillette gauche s'abîme. Pourquoi l'HTA systémique peut donner une pathologie de l'oreillette gauche? Tout simplement parce que l'HTA, c'est une hypertension. La systémique, ça veut dire qu'on est à plus de 140-90, plus de 4,9 de millimètres de mercure. On a une surcharge donc de pression, principe de l'hypertension artérielle. L'oreillette gauche s'abîme. On fait des extrasystoles, cette fois-ci atriales, qu'on appelle ectopiques prématurées. Et résulte une fibrillation atriale. L'intervalle PR. Si vous avez bien suivi, là je vous laisse réfléchir tout seul, à quoi nous sert l'intervalle PR? L'intervalle PR nous sert principalement pour le syndrome de Wolff, Parkinson, White. Okay, mais il nous servira aussi dans ce qu'on appelle les blocs auriculo-ventriculaires, les BAV. Donc le segment PR, on le regarde du début de l'onde P jusqu'au début du QRS. Et il doit faire entre à peu près, tout à l'heure je vous avais dit deux petits carreaux, j'ai dit un gros carreau, deux petits carreaux, donc ça faisait 220. C'est plus précisément inférieur à 200. Mais là, dans mon cours, vous voyez, ils disent entre 110 et 200 millisecondes. Pourquoi ils donnent cet intervalle? Tout simplement parce qu'on a dit tout à l'heure que un PR court et un épaulement du QRS, c'était Wolff, Parkinson, White. Mais comment on définit un PR court, sachant que dans tous les cas, on nous donne inférieur à 200? Et bien en fait, un PR court, ça va être inférieur à 110, 120. Parlons sémiologie clinique. On peut avoir ce qu'on appelle une déviation axiale droite pathologique. Déviation axiale droite, elle peut se voir en fait, elle peut traduire en fait une embolie pulmonaire. On va voir ce qu'on appelle, la déviation axiale droite peut traduire d'une embolie pulmonaire. L'hémique bloc postérieur gauche peut se traduire sur le CG par un signe ce qu'on appelle S1Q3, c'est-à-dire en fait un S négatif en D1 et un Q négatif en D3. C'est le signe S1Q3. Voilà. On a aussi ce qu'on appelle les blocs de branche, comme on l'a dit tout à l'heure. La maladie de l'oreillette. Alors ça, c'est une petite particularité. Je ne connaissais absolument pas du tout. C'est en fait une forme de dysfonction sinusale qui touche surtout les personnes âgées, caractérisée en fait par une alternance entre fibrillation atriale rapide à peu près 150 BPM et dysfonction sinusale avec grosse bradycardie inférieure à 40 BPM. Et souvent, les oreillettes de ces patients-là, ils sont fibrosés en fait. Ouais, ils sont altérés même au niveau du tissu. Donc fibrosés, donc assez rigides. Dans le cadre d'une maladie de l'oreillette dépistée ou diagnostiquée, parce que ce n'est pas la même chose, on prescrit des anticoagulants pour sûr, parce que c'est extrêmement obligé. Même si on a un score CHAD2 VASC égal à 0, ou du moins égal à 1 ou à 2, c'est pour si un homme ou une femme, on prescrit quand même des anticoagulants. Parce que pour rappel, le score CHAD-VASC, c'est un score qui nous permet de savoir est-ce qu'on prescrit ou pas des anticoagulants dans une pathologie emboligène, dans une pathologie d'ischémie, thrombologène, etc. D'accord? Donc s'il est supérieur à 2 pour la femme, on en prescrit. S'il est supérieur à 1 pour l'homme, on prescrit. D'accord? Parce qu'on part en fait déjà avec 1 point chez les femmes, qui ne sera jamais égal à 0 chez la femme. C'est pour ça qu'on part de 2 chez la femme. Bref, en dessous, on ne prescrit pas forcément des anticoagulants, ça se discute avec le patient en fonction du contexte, etc. Là, dans la maladie de l'oreillette, j'insiste, même avec un CHAD2 VASC égal à 0, c'est tellement emboligène, on prescrit des anticoagulants. On ne s'embête pas. Je terminerai, bien sûr, avec les blocs auriculo-ventriculaires, les BAV. Donc, qu'est-ce que c'est les BAV? C'est un asynchronisme, encore une fois. Tout ce qui est bloc de, c'est un problème de synchronisation entre, par exemple, bloc de branche en premier ventricule,
bloc auriculo-ventriculaire entre l'auricule et le ventricule. Donc on va avoir en fait une dépolarisation brutale, franche et massive du QRS sur le CG, avec un allongement de PR, un arrêt progressif ou brutal, et un intervalle RR modifié ou non. Et donc toutes ces caractéristiques, poco à poco, ça nous permet de définir les 3-4 blocs auriculo-ventriculaires qui existent. Le BAV1, c'est un allongement de PR supérieur à 120 millisecondes. Donc 120 millisecondes, c'est 3 carreaux. 3 x 4, 12. C'est bénin, c'est pas grave. D'accord ? On s'inquiète pas. Le BAV2 type 1, Luciani-Weckenbach, c'est un arrêt progressif avec un allongement donc progressif de PR, puis un blocage de P. C'est également bénin, pas de quoi s'affoler. Ensuite, le BAV2, type 2 de Morbitz, parce qu'on a le B2 type 1 ou le B2 type 2 de Morbitz. Là, on a un arrêt brutal, avec un intervalle PR qui est stable, voire un peu allongé au début. Et ensuite, hop, brutal, ça se bloque d'un coup. Et ça, c'est plutôt grave. Et c'est un peu plus malin. Et ensuite, on a le BAV numéro 3. Et là, c'est un bloc complet entre oreillette et ventricule. Et comment on le différencie du BAV2 ? Eh bien, en fait, tout simplement, tu regardes l'intervalle RR, entre deux ondes R. Le QRS est tellement déconnecté de l'onde P, c'est-à-dire l'oreillette tellement déconnectée du ventricule, qu'il n'y a aucune interrégulation, aucune conséquence l'un envers l'autre. Ils ne se calculent plus. Donc en fait, ça fait que dans les BAV complets RR, qui sont en fait très fixes. Ils sont très fixes. Donc dans les BAV de type 3, il y a tellement une déconnexion entre l'oreillette et son ventricule que aucune conséquence de l'un sur l'autre. Les intervalles RR sont très fixes. Alors que dans les BAV de type 2, les intervalles RR sont relativement variables. Bon, les exemples. Maintenant, on parlera un peu plus. Est-ce que je vous le fais en ASMR là, le CG comme ça, je vous le fais en ASMR ou pas ? Non, ça c'est pénible. Allez hop, au dodoanique, à l'ECG. Alors voilà, sur cet ECG, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on passe pas par 4 chemins. On passe par la régularité, cependant. Est-ce que le rythme est régulier ? Oui, relativement. Ok. Est-ce que le rythme est rapide ? Oui, relativement. Comment je vois ça ? Ben, voilà, je regarde, je prends mes complexes QRS, j'en compte autant que je peux. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en prends 7. Ok. 7 sur combien de carreaux là ? Là, j'ai pris en V3 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc j'ai 7 battements sur 21 carreaux. Un carreau, c'est 200 millisecondes. Ça fait que j'ai 7 battements de QRS sur 4,2 secondes. Donc, je fais combien en 60 secondes pour avoir le battement par minute ? Je fais donc 60 fois 7 divisé par 4,2. Et nous sommes à 100 BPM. 100 BPM, c'est rapide. On est d'accord ? Donc, le rythme est rapide. La largeur des QRS, on n'est pas plus de 80 millisecondes. On n'est pas dans un QRS large. Donc, et donc déjà, c'est pas quoi ? C'est pas le bloc de branche. Allez hop, merci, au revoir. Est-ce qu'on a un épaulement de QRS ? Non, c'est pas le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Est-ce qu'on a un rythme sinusal ? Pardon, ça c'est quand même la chose qu'il faut faire avant. Est-ce qu'on a une onde P qui précède chaque QRS ? Pareil, moi j'aime bien V3, je l'aime bien. On se met en V3. P pas ouf en V3, mais P quand même. P, Q, R, S, oui. Pareil, si je vais en AVF par exemple. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T, oui. Pareil, voilà, je fais ça dans plusieurs dérivations pour voir s'ils sont pas en train de nous piéger là. Non, il y a bien une onde P qui précède chaque QRS. Ok, le rythme est sinusal. Quel peut-on être notre problème ? Et y a-t-il un problème ?
Bon, on va regarder, comme on l'a dit tout à l'heure. PR. PR. Il doit être entre 110 et 200 millisecondes. Bon, je regarde PR. On va se mettre, par exemple, sur V2. On est à 1 carreau plus 2. On est à 220. C'est just 220 quand même. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas un élargissement de notre PR, là? Qu'en pensez-vous? On va regarder en V3. V3, P. QRS. Pareil, hein. C'est pareil, là. Ok. Allez, on se le regarde en AVR. Ouh là là, on est à plus de 240, là. Bon, moi, j'ai envie de dire allongement de PR, là. Donc, allongement de PR, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt un BAV. Ok, maintenant, est-ce que c'est premier, deuxième, troisième degré? Est-ce qu'on est à 1, 2 ou 3 degrés? Moi, mes bières, je les bois à 8. Hein. 8 degrés. Mais bon. Il n'y a pas 8 degrés en BAV. Tant mieux pour nous. Alors, du coup, est-ce qu'on a un arrêt progressif ou pas? Est-ce que, donc, on a un arrêt progressif avec un allongement de PR puis un blocage en P? Non, hein, parce qu'on a un rythme qui, quand même, on a dit, on a un rythme régulier. On a juste, alors moi, ce que je vois, c'est quand même juste un PR qui est allongé. D'accord? On n'a pas, voilà, comme là, je vous le mets à droite, on n'a pas un allongement de PR, puis hop, un blocage, c'est-à-dire un allongement de PR progressif qui est de plus en plus large, et un blocage, et ça reprend. D'accord? On n'a pas non plus un arrêt brutal, un grand stop, et puis ça reprend. Bon, du coup, c'est qu'on n'est pas dans du deuxième ni dans du troisième degré, et nous sommes bien en présence d'un bloc auriculo-ventriculaire de premier degré. Ok, next. Ensuite, rouge, hein, cette CG. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Pareil, la régularité du rythme. Bon, ouais, c'est pas irrégulier, hein. Ok. La vitesse me choque pas à vue d'œil, donc on va chercher le problème ailleurs. La largeur du QRS. QRS. Si je me mets là en V2, QRS. 1, 2. On est à plus de 2 petits carreaux là, on est à plus de 80. On est à plus de 80 là pour le QRS en V2. Un QRS large. Allons voir en V1. Parce que moi, un QRS large, personnellement, ça me donne envie d'aller voir en V1. Je vais voir en V1. En V1, Q or S. Ouais, non, mais là, on est à 3 x 4, 12. On est à peu près à 120 millisecondes. Donc, on a un QRS élargi. Moi, ça me fait penser personnellement en bloc de branche. Ok, une fois qu'on a ça, est-ce que c'est un bloc de branche droite ou gauche? Bon, on est en V1, on regarde en V1. Est-ce que le QRS est négatif en V1 ou positif? C'est-à-dire, en fait, quand on dit c'est généralement positif, c'est ce que il est dessiné dans le sens qu'on le dessinerait sur un schéma classique, c'est-à-dire avec un Q, voilà, c'est-à-dire avec un Q négatif, un R positif et un S négatif. Ici, on voit un Q qui nous est négatif, un R qui nous est positif et un S qui nous est négatif. Alors, je vous l'accorde, il n'est pas magnifique ce complexe QRS. On n'est pas sur de la beauté fatale. Et là, vous essayez de retrouver donc la même chose en V1. En V1, on voit principalement le Q et le R. Le S, un peu épaulé quand même. Hein. Mais bon, il est classiquement comme on le dessinerait dans les autres dérivations. Ma foi, c'est donc un bloc de branche droit à QRS large et positif en V1. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ensuite, on a ce petit ECG pour terminer là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est oulala. Qu'est-ce qui se passe en V3 là? C'est pas choli. Alors, pour tout vous avouer, moi là, je suis dans les annales, des annales que j'ai faites auparavant. Donc, on me pose une question, quelles sont là et la raison? Et on pose des questions, et en ce qui concerne la question qui était marquée, c'était quelles sont là où les raisons de l'irrégularité de la ligne de base sur cet électrocardiogramme. C'est-à-dire que je vois bien qu'il y a un souci en V3, en V5.
Mais je n'aurai pas la prétention de vous affirmer des bêtises parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc nous, on va se concentrer sur les bases, c'est-à-dire la ligne de base. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je vous ai dit tout à l'heure, un tremblement de la ligne de base, c'est caractérise la fibrillation atriale. Les dents de scie du flotteur les dents de scie des signes en dents de scie sur un ECG, c'est plutôt le flotteur atrial. Là, on n'a pas vraiment des dents de scie, on a plutôt un tremblement de la ligne de base qu'on voit très bien en D3, qu'on voit très bien en D2, qu'on voit en fait partout. Un tremblement de la ligne de base, mais c'est pas vraiment des dents de scie. D'accord ? Donc ça nous fait plutôt penser à une fibrillation atriale. Qu'on soit bien OK là-dessus. Seulement dans les propositions, il nous proposait aussi artefact. Et alors, qu'est-ce qui nous permet de choisir entre artefact et fibrillation atriale, à votre avis ? Qu'est-ce qu'on peut regarder pour savoir si c'est un artefact ou vraiment une fibrillation atriale ? Eh bien, CF, ce qu'on a dit au tout début, c'est la fibrillation atriale. Qu'est-ce qui la caractérise ? À part un tremblement de la ligne de base sur le CG, eh bien, c'est la présence ou non d'onde P, le QRS fin, un rythme rapide et irrégulier. Et bien là, je vous invite à regarder s'il y a une onde P ou pas. P ou pas. P ou pas, P ou pas. Et ben, moi, je vous le dis directement, regardez en D3. En D3, si on zoome, on voit bien qu'il y a une onde P. P, QRS, T, P, QRS, T. On la voit bien, l'onde P, d'accord ? Donc, il y a une onde P en D3. Vous essayez de la chercher ailleurs, à l'onde P. Vous essayez de la chercher, par exemple, en V5. En V5, P, il y a une onde P aussi en V5. Il y a une onde P aussi en V5. Est-ce qu'il y a une onde P en V1 ? J'aurais tendance à dire oui aussi en V1. Oui aussi en V1. Oui aussi en V1, ouais. D'accord ? Donc il y a une onde P en tout cas bien visible en D3. Donc ce qui nous permet de dire qu'en fait, le tremblement de la ligne de base, c'est en fait un artefact. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est pour V3 et V5 avec ces deux espèces de montagnes russes. Mais voilà, on a à peu près fait le tour de ce qu'on pouvait différencier sur les ECG. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop confus, c'est un peu long pour pas grand chose, mais au moins c'est bien décortiqué et je trouve que là c'est vraiment les bases en tout cas qu'on demande en deuxième année de médecine. En plus je vous ai pris des annales de deuxième année, clairement, voilà. Et en cours de deuxième année. Donc ça peut servir pour les P1 également, ceux qui sont LAS, ceux qui sont en passe, pour les personnes de santé, pour ceux qui veulent se la péter en soirée avec leur ECG, si ça marche. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous retrouve une prochaine fois avec peut-être de la voix un peu plus. Espérons. Allez, salut les génies. Kumskire, tout est possible, n'oubliez pas.